Bonjour, bonsoir, internautes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Un plaisir de vous retrouver pour le magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, le 100.1, et le dimanche soir 7h sur Télémétropole, la chaîne 52. Et comme vous le savez, l'émission est disponible sur Internet. Nous allons avoir une émission sur les infrastructures, l'importance de ces infrastructures dans la zone de l'Amérique latine et de la Caraïbe, et bien sûr Haïti. Et pour le faire, un invité d'honneur, nous avons le représentant de la Banque interaméricaine de développement en Haïti, M. Yvon Mélanger. Monsieur Mélanger, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Kessner, et merci de me recevoir pour converser sur un thème tellement important. Avant de commencer, dois-je vous dire, il y a un nouveau président chez vous, là, au niveau de la Banque interaméricaine de développement. Exact, qui commencera ses fonctions le 1er octobre. Un changement important parce que, comme vous savez, chez nous, on a des périodes les présidents suivent sur de nombreuses périodes qui se succèdent. Et le président Moreno est resté comme président de la banque pendant déjà 15 ans. En quelques 60 années, vous n'avez pas eu 5 présidents, semble-t-il. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Une très grande stabilité. M. Iglesias qui a fait un bail. Et ensuite, nous avons maintenant un nouveau président. Donc, il y a un document qui a été préparé par la banque sur la région, car la Banque interaméricaine, c'est une banque régionale, et vous posez le problème d'infrastructure. Et on a trouvé peut-être une corrélation assez étroite entre ce qu'on considère les infrastructures, la qualité de vie, la croissance économique, bref, le développement. Parlez-nous de ce document. Alors, c'est un document qui a été préparé sur une période de 3 ans. C'est un document extensif. C'est un document qui fait, dans sa présentation, 400 pages, qui contient des informations très intéressantes, des informations de détail, des informations qui n'existaient pas auparavant. C'est un panorama qui regarde tous les aspects des infrastructures. Donc, son titre, c'est de structure à service, donc qui se focalise ou qui est orienté vers la fourniture de services d'infrastructures plus que vers l'installation d'infrastructures pures. C'est un document aussi prospectif qui regarde quel peut être le futur des infrastructures dans la région. Et à ce titre, il est intéressant parce qu'il parle d'innovation, il parle de nouvelles technologies, il parle de ces infrastructures digitales qui sont tellement importantes aujourd'hui. Et maintenant, on voit particulièrement l'eau potable, on voit l'électricité, les transports, les routes, les ports. Donc, vous avez fait une évaluation régionale, donc des investissements extrêmement importants. Donc, c'est lié non seulement à l'économie pour la productivité et la compétitivité, mais également à la qualité de vie, l'eau potable et l'électricité. Vous savez, c'est des besoins de base. Oui, tout à fait. Alors, pour commencer par la partie productive, la région d'Amérique latine et des Caraïbes est une région à basse productivité. Selon l'OCDE, il y a 40%, on est à 40% du niveau de productivité de l'Union européenne. Alors, ceci est en partie effectivement expliqué par des services d'infrastructure inadéquats. Comme vous le disiez d'une certaine manière, lorsque les transports sont difficiles, lorsque l'accès à l'énergie et à l'eau est intermittent, les activités économiques sont limitées, elles sont coûteuses et elles ne sont certainement pas compétitives au niveau global. Et bien entendu, au niveau de personnel, au niveau des individus, c'est encore plus visible. Alors pourquoi est-on à ce stade en termes d'infrastructures en Amérique latine et dans les Caraïbes? Alors, il faut savoir que au cours de la dernière décennie, nous n'avons en fait investi que 2,8% du PIB dans ce secteur. C'est en fait la moitié du niveau d'investissement de l'Asie. Et alors, selon le data point de l'étude, ce niveau d'investissement est en fait inférieur en Haïti.
Et j'ai omis de dire que vous êtes ingénieur de profession et donc vous connaissez bien l'aspect des infrastructures, mais on verra que l'aspect socio-économique, car il n'y a pas que la productivité, mais l'aspect social, car si on veut avoir un indice de développement humain beaucoup plus élevé, on sait l'importance de l'accès à l'eau potable pour que les gens, particulièrement les enfants, puissent survivre, particulièrement les 5 premières années. Et l'accès à l'électricité, on connaît l'importance. On parlait également de transport. Donc, regardons d'abord l'aspect social avant d'arriver à l'aspect économique. Donc, est-ce que les infrastructures, c'est fondamental pour que nous puissions avoir une espérance de vie beaucoup plus longue, ce qui va impacter... Oui, alors effectivement, ces services sont essentiels. Alors, les propres objectifs de développement durable reconnaissent le caractère essentiel de ces services. Vous parlez de l'accès à l'eau salubre et à l'assainissement. On peut rajouter le recours aux énergies renouvelables comme autre objectif de développement, la construction d'une infrastructure résiliente. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une ratification de l'importance essentielle de ces services pour le premier des objectifs, des 17 objectifs, qui est l'éradication de la pauvreté. Donc, pour poursuivre un peu dans cette ligne, le Covid nous a aussi rappelé l'importance de disposer d'eau courante pour les gestes essentiels de protection sanitaire, et comme vous le dites, pour les nouveau-nés, pour les soins maternaux, pour l'hygiène de tous les jours et la vie de tous les jours. Jusqu'à récemment, je sais que la BID était la principale banque de financement de la région, devançant la Banque mondiale. Est-ce que vous avez toujours cet avantage? Et comme banque de développement, je sais que ces infrastructures vous intéressent en particulier. Vous avez donné le montant et le pourcentage du PIB. Donc, comment vous supportez, vous, même au niveau de la BID, ces infrastructures? Pas seulement l'eau, mais l'assainissement également. Oui, alors... vous avez raison, la BID, la Banque interaméricaine de développement, est toujours l'organisation multilatérale qui a le plus gros volume de financement sur la région. Et de plus, nous nous considérons réellement comme une banque de l'infrastructure. Alors on a bien sûr une foule d'autres interventions dans d'autres domaines. Mais par exemple en Haïti, comme vous le savez, 2/3 de notre portfolio sont consacrés à l'infrastructure. Alors je pense que ce que je comprends un peu dans votre question, c'est est-ce suffisant ou quels sont les montants? Alors les montants, comme vous le savez, on prête environ 12 milliards par an sur toute la région. Pour Haïti, donc il y a les 2 milliards sur 10 ans, mais ce n'est bien entendu pas suffisant, puisque vous voyez les chiffres que l'on manie, on devrait faire entre 5 et 7% du PIB en investissement d'infrastructures, donc on en est bien loin, donc plusieurs pistes, bien entendu, à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas être les seuls, on peut lancer les opérations, on peut être un peu trigger d'une certaine façon, mais bien entendu, les autres donneurs, mais aussi les propres services qui, dans de nombreux cas, devraient être autofinanciables. On parle de services qui ont des répercussions qui sont nécessaires au fonctionnement économique et donc qui devraient être rémunérés dans de nombreux cas. Alors, on pourra parler de la manière dont ils sont rémunérés. Donc, ce qui se passe, bien entendu, et ça vous allez le comprendre très facilement étant économiste, c'est qu'on a un retard accumulé. Donc, l'autodurabilité, le financement propre doit être complété pendant encore de nombreuses années jusqu'à arriver à cette durabilité. Alors pourquoi j'insiste sur cet aspect, c'est que effectivement ces services sont nécessaires au fonctionnement de l'économie. Et l'étude en particulier explique qu'environ 10% du produit intérieur brut provient de la valeur ajoutée des services d'eau, d'assainissement, d'énergie et de transport. Donc il y aurait une certaine cohérence
Alors, oui, je vous laisse continuer. Oui, on a beaucoup insisté sur l'aspect de biens essentiels, c'est fondamental pour la vie, mais les coûts sont attachés, que ce soit pour les investissements et ensuite opérationnels. Et à ce moment-là, les bénéficiaires doivent payer. Donc, vous savez que ça représente un poids assez lourd pour les bénéficiaires dans les pays à faible revenu comme Haïti. Donc, nous avons déjà une facture et le budget, la partie du budget pour les aliments, et ça fait près de 15%, et c'est assez lourd en quelque sorte lorsque une famille aura à payer pour près de 15% de son budget, rien que pour le transport, le déplacement urbain. Comment vous évaluez ça dans le livre? Bon, vous avez tout à fait raison. Et effectivement, le rapport est très critique. On peut prendre le prix de l'eau, mais je pense que l'indicateur que vous utilisez, le pourcentage des revenus des familles à faible revenu pour ces services d'eau, d'électricité, de transport, est un bon indicateur. Et à 15%, c'est énorme. L'Asie émergente est à 10%. C'est un budget important et le rapport le dit, hein, non seulement c'est un coût très élevé que les familles ont à supporter, mais de plus, les services sont insatisfaisants. Donc, d'une certaine façon, nous payons un coût de l'inefficacité. Alors, comme vous le dites, tant au niveau des investissements que de l'opération et de la maintenance. Donc, vous parlez de la capacité de paiement. Alors ça, c'est essentiel. C'est essentiel, hein, un service coûteux, mais à l'écart les plus vulnérables. 40% des plus pauvres voyagent à pied pour effectuer le voyage principal de leur journée, alors que 10% pour les plus riches voyagent à pied pour leur voyage principal de la journée. Et le thème, je pense, quand on parle de la capacité de paiement, c'est probablement le thème de la politique de subvention. Donc, tant pour les transports publics, pour l'eau et l'assainissement, et même que l'énergie, et même pour l'énergie, le modèle idéal est d'avoir des financements, des subventions focalisées, c'est-à-dire en fonction de la capacité de paiement pour ajuster justement cette différence d'accès aux services. Alors, on n'a pas toujours ça. On a dans de nombreux cas une subvention générale aux services et avec des services qui parfois n'arrivent qu'aux plus riches. Donc un système particulièrement régressif. On a par contre généralement dans la région un système de subventions croisées. Par exemple, dans le domaine de l'eau, on paye en fonction de tranches de consommation. Alors, c'est pas non plus idéal parce que si on a des grandes familles, on va consommer plus. Donc là aussi, il y a des déséquilibres. Donc une politique de subvention focalisée est certainement très importante. Et Luis Alberto Moreno expliquait qu'il a laissé une banque assez solide sur le plan financier parce qu'il y a une gestion financière à faire. Mais vous savez que même avec des ressources assez importantes, ça reste limité pour tous les pays de la région et particulièrement des pays aussi pauvres qu'Haïti. Maintenant, comment vous gérez ça au niveau de la banque lorsque les politiciens, peu importe le pays, soient beaucoup plus attirés vers le secteur urbain où la pression politique peut être beaucoup plus forte qu'au niveau du secteur rural? Donc, est-ce que ces infrastructures ne sont pas vraiment dans des espaces où il y a une plus forte pression politique, où il va y avoir une certaine discrimination? Vous parlez de subvention, parfois on subventionne des gens qui sont dans une meilleure situation. Donc, comment vous faites la différence entre le rural et l'urbain lorsque vous réalisez ce genre d'activité dans les pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe? Alors, c'est une excellente question pour plusieurs raisons. Déjà parce que le déficit en services est bien plus criant dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Donc vous avez totalement raison. Le deuxième point, c'est qu'il est
généralement plus difficile d'accéder aux zones rurales avec ces services en termes de simple rentabilité économique, la dispersion. Donc, comment nous travaillons cela à la BID? Alors, il faut un certain équilibre, bien entendu, parce que, en prenant un exemple comme Port-au-Prince, disons, c'est une baie qui ne peut pas se passer d'eau, donc il faut qu'on arrive avec un service d'une certaine qualité, d'un certain niveau, mais il ne faut pas oublier le secteur rural. Et à ce niveau-là, je pense que les nouvelles technologies nous donnent des options, nous donnent des possibilités. Alors, nous avons travaillé en Amérique latine et dans les Caraïbes, beaucoup en Amérique centrale d'ailleurs, sur le thème rural. En Haïti aussi, nous avons eu des programmes d'électrification rurale, mais surtout dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, avec le système de trois niveaux. Vous vous souvenez, la DINEPA, les OREPA, et puis donc notre nouvelle orientation depuis quelques années est effectivement d'essayer d'avoir une approche beaucoup plus territoriale, avoir une approche où on travaille plus dans les régions. On a déjà commencé à se réorienter vers le nord du pays. On essaie à ce niveau-là de répartir de façon probablement d'une meilleure façon la distribution de nos investissements. Mais comme vous le savez, la BID ne définit pas les investissements. Les investissements sont définis au travers d'un processus qui prend en compte, bien entendu, les orientations stratégiques générales de la BID, la programmation et les plans de développement des pays, et au travers d'une stratégie pays qui est accordée, on définit la manière d'intervenir. Donc c'est un processus assez long de planification, très important, pour avoir le buy-in des pays et être aligné avec les objectifs propres des pays. Mais définitivement, le processus de régionalisation on ne peut pas parler de décentralisation, parce que décentralisation, ce serait un terme plus politique, mais arriver au plus proche des bénéficiaires est définitivement une approche que l'on a. Alors au niveau de l'énergie, c'est devenu de plus en plus facile avec les réseaux distribués, avec les énergies renouvelables. Et au niveau de l'eau et de l'assainissement, effectivement, vous vous souviendrez qu'on a eu ces opérations dans les villes intermédiaires et aussi au niveau des communautés rurales. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Notre invité du jour, c'est M. Yvon Bélinger. Il est représentant de la Banque interaméricaine de développement en Haïti. Nous allons prendre la première pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. Apprenti temps ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes pour qu'à mettre dans l'obligation BRH. Cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui côté exactement ma jeune produit ça? Vous avez dans toute banque, à toute coopérative qui est dans la fédération, et dans l'autre institution financière. Eh bien, avec l'obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler, Carole, malé.
Kounia, il y a plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Je rappelle que vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique, le dimanche soir à 7h, sa chaîne 52, et l'émission est disponible sur Internet. Nous avons comme invité aujourd'hui M. Yvon Mélanger, qui est le représentant de la Banque interaméricaine de développement en Haïti, ingénieur de formation, mais dans le développement, il connaît bien l'importance de la gestion de la chose publique. Et comme ingénieur, je sais que l'aspect infrastructure vous intéresse, mais comme le dit si bien le titre, ça ne suffit pas d'avoir les infrastructures, mais la gestion, la gouvernance joue un rôle extrêmement important. Et je crois que le principal message de cette étude, de ce rapport, oui, il faut investir dans les infrastructures, mais la partie parfois la plus difficile, c'est la gestion. Qu'est-ce que vous en dites, M. Mélanger ? Eh bien, écoutez, je suis totalement convaincu de cela. Et d'ailleurs, puisque vous avez mentionné ma formation, donc j'ai commencé comme ingénieur travaux, directeur de travaux. Donc, je faisais des tunnels, des ponts, de l'infrastructure lourde. Et petit à petit, j'ai changé de profession jusqu'à devenir gestionnaire de société d'eau. Donc, ceci était bien entendu avant de rejoindre la BID, mais déjà à l'époque, j'avais fait le passage, vous voyez, des structures au service. Mmh. Et pour continuer sur votre commentaire sur la gouvernance, elle est essentielle. Elle est essentielle et nous en avions conversé. Il faut investir mieux. Il faut opérer mieux, il faut entretenir, il faut effectivement avoir des schémas de paiement, des schémas durables. Et pour ça, il faut une gouvernance. Et on peut voir dans ce schéma des interventions qui peuvent être publiques, donc des sociétés publiques de services d'infrastructure. C'est souvent le cas, c'est généralement le cas en Amérique latine. On peut avoir des systèmes privés de gestion de ces services publics, mais bien entendu, dans ce cas-là, avec un grand contrôle et une régulation. Mais cette régulation doit aussi être présente dans le cas des services publics fournis par des sociétés publiques. Il faut que non seulement les usagers aient la possibilité de s'exprimer, mais qu'ils aient aussi une entité qui les défende et une entité qui soit capable d'exiger des prestataires de services des résultats. Une bonne utilisation des ressources publiques, une bonne utilisation des ressources tarifaires,
et qui donne cet équilibre nécessaire entre l'autonomie et le contrôle qui est nécessaire pour fournir des services d'une importance si grande. Le point important qu'il faudra souligner, M. Mélanger, et l'avantage de la BID, c'est que vous êtes dans plusieurs pays. Ce n'est pas un problème simplement local, à savoir les problèmes d'entretien, d'opérationnalisation. D'ailleurs, je suis sûr, comme jeune ingénieur, vous étiez beaucoup plus intéressé auparavant sur construire les tunnels. Mais on n'avait pas vu que ça a un coût, ensuite il faut repayer en quelque sorte. C'est pas simplement pour les gens du grand public qui pensent que, puisque c'est utile, l'État doit nous donner ça, mais il n'arrive pas à réfléchir que ça a un coût. Et que ce coût, il faudra que l'on puisse couvrir et pour maintenir tout ça. Dites-moi, au niveau de la zone, quels sont les grands problèmes que l'on rencontre dans cet aspect d'entretien, de gouvernance, de gestion? Et vous l'avez si bien dit dans le livre, la différence entre le hardware et le software. On peut avoir l'appareil, mais il faut qu'il y ait un logiciel à l'intérieur pour que ça soit utile. Quelles difficultés que l'on rencontre pour faire comprendre à l'opinion publique, hey, ça a un coût, there is no free ride, il faut payer pour, même si on ne va pas exagérer. Il peut y avoir des subventions. Donc comment arrivez-vous à faire comprendre, soit en Équateur, soit en Argentine, en Uruguay ou encore Haïti, comment gérer tout ça? Alors, on a effectivement, comme vous le dites, le même problème tout autour de la région, dans la région entière, à des degrés divers. On a des très bonnes pratiques, on a des pratiques qui sont désastreuses. Globalement, je pense qu'on ne peut pas être très fier parce que dans le domaine de l'eau, par exemple, on a 40% de pertes physiques, plus tout ce qui est pertes commerciales, donc une inefficacité très grande. On a par exemple un nombre d'employés par 1000 connexions, un indicateur important d'efficacité qui est de l'ordre de 3 fois ce qu'il devrait être. On a énormément de sociétés qui opèrent à perte. Et lorsqu'elles opèrent à perte, on ne compte plus à un certain moment. Vous voyez, à la fin de l'année, le gouvernement rajoute ce qui manque. Donc, le coût d'une mauvaise gouvernance est énorme. Non seulement le coût financier, mais le coût en inefficacité et en qualité du service désastreuse. Alors, on vient effectivement, je crois que vous l'avez indiqué plusieurs fois, on vient dans la région pour ces services d'une culture de l'ingénieur. Alors la culture de l'ingénieur, ce que j'ai vu des dizaines de fois, ce qui m'excède, je ne devrais jamais m'exaspérer ni m'excéder, mais cet ingénieur était un visionnaire. Imaginez-vous, il a construit cette usine, ce captage et cette usine de traitement d'eau potable, et maintenant, 40 ans après, nous avons encore la capacité de faire face à la demande. Donc, alors là, c'est effectivement affolant, parce que ça veut dire que pendant 40 ans, on a eu des infrastructures qui ont eu un coût pour leur investissement, qui ont dû être entretenues pendant toutes ces années et dont on n'a pas eu besoin. Donc là, je retourne un petit peu et je dis, il faut que l'ingénieur ait la vision du gestionnaire. Donc, de nouveau, qu'on lui demande des comptes, qu'on exige de lui des résultats non seulement en termes de qualité et de disponibilité du service, de couverture, mais aussi d'efficacité dans la gestion des coûts. Alors, la réponse commence par l'ingénierie, donc il faut des études, il faut la planification. Après, on commence à passer vers, effectivement, la partie où la gouvernance est plus importante. Stratégie de passation de marché. Si vous faites un appel d'offres et puis que personne ne se présente ou qu'il n'y a que des sociétés de construction qui n'ont pas les capacités, donc une stratégie pour savoir quel type d'entreprise doit être, quelle dynamique autour de... On passe à un gros marché, on passe plusieurs marchés séparés pour avoir accès à des sociétés qui sont un peu moins grandes. Donc, la stratégie de passation de marché. Et après, bien sûr,
encore une fois, dans l'exécution de ce marché, contrôle et supervision. Et là, qu'est-ce qu'on a pu voir ? Et ça, on le voit partout. Hein. Ça me fait plaisir. Haïti n'est pas unique avec ses difficultés. La gestion des contrats. Donc, les contrats de construction, des pénalités en cas de dépassement de délai, des clauses, bien sûr, de prise en compte de coûts additionnels, etc., éventuels, mais tout ça, ça doit être géré, et géré au plus serré, et géré avec beaucoup avec un suivi permanent, quoi, avec beaucoup il faut faire ça dans les temps, dans les délais, au bon moment. Et ça, c'est quelque chose, je pense que réellement, on pâtit un peu de ça. Il faut aussi voir que la responsabilité de ne pas investir pour ensuite passer au secteur qui est chargé de l'opération et de la maintenance. Il faut qu'il y ait une continuité dans les responsabilités. Hein, là, je reviens un peu aux projets surdimensionnés, aux éléphants blancs, etc., etc. Donc, il faut que la maintenance et l'opération fassent partie du processus dès le départ. Donc, il faut que non pas le bailleur, le donneur d'ordre soit bien structuré et comprenne sa tâche et les moyens de sa tâche. Hein, je crois que ça aussi, quand on parle de la gouvernance, je pense qu'il faut une certaine autonomie avec un contrôle. On revient au système, donc la société publique, mais qui a le contrôle de la régulation et des usagers, bien entendu. Et que cette entité, qui peut être publique ou privée, ait une gouvernance corporative qui lui permette effectivement de faire face à toutes ces différentes obligations, responsabilités, et qui bien entendu agissent avec un grand niveau de transparence face au public, dans le domaine de ses investissements, dans le domaine de la décomposition de ses coûts, de ses tarifs. Votre parcours d'ingénieur, ensuite comme acteur de développement, et votre expérience au niveau d'une banque de développement avec plusieurs pays, plusieurs clients, ça nous a permis de voir toute la complexité de cette machine que représentent les infrastructures. Vous avez parlé des emplois. On sait bien que ce n'est pas seulement Haïti, c'est dans n'importe quel pays. Eh bien, un parti arrive au pouvoir, eh bien, les acteurs, les membres du parti veulent des emplois. Et on a tendance à mettre beaucoup et plus d'employés dans ces institutions lorsque ce sont des entreprises publiques, et ce qui va avoir un impact sur les finances publiques. Et vous avez attiré également l'attention la passation de marché, parce que ce sont des marchés assez importants. Ce n'est pas un problème seulement d'Haïti ou encore au niveau de la région. Vous savez, les grands marchés publics, même au Canada, on a vu ce qui s'est passé, la corruption. Donc c'est une grosse machine très complexe. Donc gérer les infrastructures, c'est de la politique, c'est de la corruption au niveau parfois privé-public. Donc comment on va minimiser, je pourrais dire, tout ça, et ça entre dans cette gouvernance qui n'est pas simplement au niveau de l'organisation d'une entreprise d'électricité, d'énergie ou encore de communication publique, mais c'est tous les grands contrats internationaux. Et dites-nous un petit peu comment arriver à minimiser les pertes en ce sens-là. Il y a un terme que j'aime bien utiliser, mais qui est probablement un peu trop large, c'est le professionnalisme. Et ça répond un peu à tous vos commentaires, c'est-à-dire trop de personnes qui rentrent dans une société, allez, on va dire d'eau et d'assainissement. J'ai un exemple dans la région Caraïbe, d'ailleurs, où c'est utilisé un peu dans ce sens, mais qui n'ont pas le profil nécessaire. Donc là encore, la professionnalisation, être certain que les postes sont remplis par des fonctionnaires qui ont les capacités, à qui on donne les moyens, mais qui ont les capacités, qui sont à leur place, qui sont en nombre suffisant et non pas en nombre pléthorique. Donc la professionnalisation est quelque chose de très important. Et
et si vous voulez, peut-être que je vais être un peu naïf là dans ce que je vais dire, mais l'économie politique de nos services publics est très complexe. Et vous l'avez décrit, et elle est extrêmement complexe. Mais il est probable qu'une réponse technique adaptée, une réponse technique solide, nous donnerait des éléments pour éviter les influences néfastes. Donc, comment est-ce que je pourrais expliquer ça un peu mieux ? Je vais le dire d'une autre façon, et ça, c'est une expérience personnelle, puisque donc la société que je gérais était une société privée, excusez-moi, qui avait pris la suite d'une entreprise publique extrêmement mauvaise. Donc, on a eu plusieurs choses. Donc, on a eu bien sûr la difficulté du turnaround, du changement, mais on a eu aussi le bénéfice de pouvoir démontrer un service que l'on était capable. Donc, ce que j'ai pu voir, c'est un extrême pragmatisme au niveau des populations sur leur service. Ils veulent le service, ils veulent un bon service. Et finalement, si c'est une entreprise privée, si c'est une entreprise publique, ça leur importe peu. Donc, et à mon sens, tant une entreprise privée qu'une entreprise publique peut, dans les bonnes conditions, apporter ces bons services. Donc, je pense qu'en réussissant à les apporter, il y a une espèce de protection vis-à-vis de ces influences néfastes. On a un exemple que l'on a beaucoup utilisé, mais je ne vais pas donner de nom, mais en Colombie, par exemple, où d'une certaine façon, lorsqu'il y a eu des interventions politiques néfastes, il peut y avoir des interventions politiques positives, mais des interventions politiques néfastes, il y a eu une protection autour de la société. Il y a eu une espèce pas de soulèvement, non, mais tranquillement, les gens ont dit non, on veut conserver ce type de prestation, on veut conserver l'indépendance de notre société publique face au pouvoir public, que la régulation fasse son travail. Alors, en Colombie, il y a plusieurs niveaux de régulation. Il y a la régulation tarifaire, il y a la superintendance, un schéma assez solide institutionnellement qui permet effectivement des recours. Quand on est dans le cadre d'un pays plus petit, c'est souvent un tout petit peu plus compliqué, mais encore une fois, des exemples où l'équipe dirigeante des sociétés est restée. On en a beaucoup dans les Caraïbes, et là on atteint l'excellence. Donc la continuité de l'équipe, bien sûr, bien lancée et avec les contrôles nécessaires et les reportings nécessaires, permet d'atteindre cette excellence. Et là, je parle de sociétés qui appartiennent à l'État, aux citoyens. Très bien. Je rappelle que vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Un sujet d'importance, mais très complexe. Heureusement que nous avons un spécialiste en la matière, un ingénieur qui se retrouve dans le monde du développement. Et vous voyez tout ce qu'il y a comme politique, également finance et la finalité, comment améliorer les conditions de vie de la population. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. Apprenti temps ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. Entendez parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère.
Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, ak toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés bas côté, la défense était là, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client soge banque, toujours bas côté mes amis, soge banque, toujours bas côté, soge banque, toujours bas côté mes amis, soge banque, toujours bas côté, soge banque. Je rappelle que vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Cette émission est disponible sur Internet pour regarder à n'importe quel moment. Nous avons comme invité le représentant de la Banque interaméricaine de développement en Haïti, M. Yvon Mélinger, qui essaie de nous aider à mieux comprendre ce document qui est sorti, à savoir des structures au service. Donc, dans la première partie de l'émission, on avait beaucoup insisté sur l'aspect d'infrastructure. Dans la deuxième partie, on a fait comprendre que oui, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut donner les services, car la population en a besoin pour l'amélioration de la qualité de vie. La troisième partie, on va se concentrer sur l'aspect financier. Et je prendrai le cas d'un pays comme Haïti, et pourquoi pas, faisons un exercice. Nous avons un budget d'à peine 2 milliards de dollars américains. On n'arrive pas à collecter 1 milliard à l'intérieur du pays. Et si on parle de ces infrastructures, des routes, des ports, des aéroports, adduction d'eau potable, là, M. Mélinger, vous allez être d'accord avec nous que ce n'est pas suffisant parce que l'argent que l'on mobilise au niveau local, au niveau domestique, parfois n'arrive même pas à satisfaire les dépenses de fonctionnement. Donc comment peut-on avoir cette manne, cet argent nécessaire pour ces infrastructures dans un pays comme Haïti, pour être le cas précis en quelque sorte? Une question difficile, bien entendu, car les ressources sont insuffisantes. Nous le savons, elles sont insuffisantes aujourd'hui. Comme on le disait plus tôt, 0,5% du PIB est investi en infrastructure. On a des besoins pressants qui ne nous permettent pas de regarder dans le très long terme, ni même dans le moyen terme, d'une certaine façon. On a eu un événement en 2010 qui a détruit les infrastructures. Donc on part en 2010 avec un déficit accru du fait du tremblement de terre. Donc des besoins énormes. Et je vais mettre ça un peu en perspective, comme vous l'avez fait. La communauté des donneurs est venue très généreusement proposer des aides et a fourni des aides importantes. Je vais parler de la BID. Donc au niveau de la BID, donc 2 milliards sur 10 ans, c'est bien entendu insuffisant pour couvrir tous ces besoins.
2 milliards, c'est probablement ce qui aurait été nécessaire juste pour le secteur de l'eau et de l'assainissement, vous voyez, pour mettre ça en perspective. Donc, on aurait laissé de côté tout le reste. Donc, encore une fois, notre rôle est double. Donc, il est de financer partiellement ces infrastructures, attirer d'autres sources de financement, de dons, mais aussi, et c'est certainement la partie la plus difficile, créer les structures nécessaires à l'autosuffisance, d'une certaine façon. Enfin, créer cette gouvernance dont nous parlions il y a de cela quelques minutes. Donc, créer cette gouvernance pour réussir à répondre aux besoins. Alors, je vais prendre un exemple, encore une fois, on reste un peu dans le domaine de l'eau pour essayer de... Aujourd'hui, ce que j'ai pu voir, c'est que les gens qui n'ont pas accès aux services payent beaucoup plus que les autres, puisqu'ils doivent acheter au détail. Donc, ils payent beaucoup plus pour les mètres cubes qui leur sont fournis. Je me souviens en particulier d'un chiffre que j'aimais bien utiliser lorsque j'étais opérateur, c'était que les personnes qui recevaient de l'eau, vous savez, dans les bidons de 200 litres, là, payaient $1 pour 200 litres et $1, c'était plus que le coût d'un mètre cube pour une personne, donc 5 fois plus pour une personne qui avait accès au service. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une certaine capacité de paiement. La preuve, on dépense déjà 14% dans la région, presque 15% dans la région de nos revenus dans ces services de base. Donc, il y a une certaine capacité. Donc, le travail et l'articulation, un peu de patience bien entendu, parce que tout ne se change pas du jour au lendemain, mais progresser vers une durabilité du service ou du côté financier. Alors, on en avait parlé d'ailleurs il y a de ça quelques temps ensemble, les fameux flux de ressources, quoi. C'est-à-dire que les financements, alors ils peuvent venir sous forme de dons, c'est très bien, ils vont venir sous forme de prêts, et donc il faut pouvoir les rembourser. Donc avec quoi les rembourse-t-on? Avec, idéalement, ces services. Donc, il faut réussir à atteindre un moment où la tarification répond au coût réel. Et ça, c'est possible progressivement avec plusieurs choses. Donc, en faisant monter un peu les recettes. Alors, comment on fait monter les recettes? Pas forcément en augmentant les tarifs, mais en faisant en sorte que tout le monde paye sa quote-part, que tout le monde contribue, que ceux qui peuvent contribuer plus contribuent plus, et que les factures soient réellement bien payées, que les pertes soient diminuées. Donc là, on commence à améliorer l'efficacité. Et là, on aurait probablement un schéma que l'on peut voir dans les autres pays où on paye moins et on a plus de services. Alors ça sera long. Pour ça, le travail sur les institutions est très important. Le travail de renforcement des institutions est essentiel. C'est un travail difficile parce que là, on rentre en plein dans l'économie politique, mais c'est un travail indispensable. Donc, créer des structures de régulation, créer les structures de contrôle, les responsabilités. Vous vous souviendrez par exemple, et c'est un des exemples, je pense, positifs ou dont on peut être fier, la BID avait lancé cette réforme du secteur eau et assainissement avec la régionalisation. On est dans un système qui est proche de ce qui doit être fait, qui donne des résultats. On n'y est pas tout à fait, mais je sais qu'il y a une ou deux villes qui ont déjà atteint la durabilité économique dans leur modèle de fourniture et de distribution d'eau. C'est déjà des progrès intéressants. Alors, d'autres
un travail supplémentaire est fait, par exemple au niveau de la gestion commerciale à Port-au-Prince, à Cap-Haïtien. Il va y avoir un appel d'offres pour une gestion, une administration déléguée, mais avec des résultats, des obligations de résultats. Donc, on s'approvisionne. On s'approche, excusez-moi, on s'approche de certaines solutions. Donc, restons patients, restons constants dans notre effort, essayons de faire en sorte que les avancées ne soient pas, qu'il n'y ait pas de retour en arrière, ce qui se passe dans certains cas, on l'a vu dans certains pays, dans certaines régions, dans certaines villes. Essayons de maintenir ça. Alors, j'ai probablement pas répondu complètement à votre question, Kestner. Peut-être que si vous voulez la compléter, je pourrais répondre de manière plus précise. Alors, j'aimerais surtout voir l'aspect financement maintenant, puisque vous savez que des estimations ont dit qu'il faut au moins 15% de pression fiscale pour que l'on puisse réellement financer les biens publics essentiels. À Haïti, nous sommes autour de 10-12% et les chocs que nous avons connus au cours des 2 dernières années, ça va réduire notre capacité de mobiliser fiscalement. Quelle alternative que, du côté de la BID, votre expérience régionale, qu'est-ce qu'Haïti peut faire maintenant, puisque vous dites dans le document que infrastructure, c'est lié directement au développement. Si on n'a pas d'infrastructure, on ne peut pas faire le développement. Donc, comment va-t-on financer ça? Qu'est-ce que vous avez comme proposition pour nous? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Puisque la marmite fiscale n'est pas suffisante. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, j'avais effectivement fait le tour de votre question parce qu'elle était un peu trop délicate, un peu trop difficile pour moi. Je comprends bien. Je vais essayer quand même parce que elle est très importante, elle est centrale. En fait, elle est centrale. Alors, de nouveau, on va séparer le financement des flux de ressources. Et dans les flux de ressources, comme vous le dites, il y a les recettes fiscales, il y a la balance fiscale. Donc, il faut définitivement travailler cet aspect. Le pays a d'énormes potentiels. Hein, vous le savez, alors, entre un potentiel et réaliser ce potentiel, il y a bien sûr un chemin difficile, mais il faut y aller progressivement, il faut avancer dans cette ligne-là. Au niveau de la banque a ratifié son appui à Haïti et sera toujours présente, mais comme on le disait, c'est pas suffisant. Donc, la question, c'est comment peut-on anticiper probablement des recettes futures? Comment peut-on investir dans un secteur qui a sa propre productivité, donc son propre rendement, donc qui pourra repayer d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que si le gouvernement investit dans l'eau et l'assainissement, il aura moins de coûts dans le domaine de la santé, on aura des améliorations de la productivité. Donc ce que j'écoute, c'est un petit peu ça. Hein. Donc, et c'est comme ça effectivement que la banque fait ses analyses économiques. Hein. Donc ça, c'est une possibilité au travers des prêts qui peuvent être des prêts comme la Banque interaméricaine en donne dans toute la région. Ça peut être au travers de dons. Comme dans le cas présent d'Haïti, ça peut être aussi au travers d'autres instruments financiers. Et ça, c'est important. Si on sait qu'il y aura des recettes, les autres instruments financiers, ça peut être effectivement des placements, comment appelle-t-on ça, des obligations. Des obligations. Alors, il y a de nombreux types d'obligations. Vous le savez, il y a les obligations de la diaspora, il y a les thèmes de retraite, où placer mon argent. Alors, moi, j'ai toujours pensé que l'infrastructure avait des périodes de retour très longues qui correspondaient bien à des placements sur le long terme. On a la possibilité aussi pour des prêts
de long terme à des conditions intéressantes, on a la possibilité de mobiliser, et le secteur ne le fait pas assez, le secteur infrastructure ne le fait pas assez, mais de mobiliser par exemple les grandes ressources, les ressources énormes qu'ont les assurances. Et les assurances ayant des obligations qui sont souvent à long terme, justement, sur comment appelle-t-on ça, sur les retraites, etc., devraient avoir cet intérêt. Donc là, j'ai parlé un peu des financements et j'ai bien entendu omis de parler de la capacité du secteur privé. Alors, je vais aborder rapidement quand même le thème des participations publiques-privées, n'est-ce pas? Je pense que ça fait partie de votre question. Donc. C'est bien ça. Ouais. Alors, la première des choses probablement, c'est qu'il faut le faire sans parti pris idéologique. Ça, c'est la première des choses. Et je parlais de ces usagers très pragmatiques, peu m'importe qui me fournit le service pourvu que j'ai le service. Il faut aussi considérer ces modèles comme des solutions possibles. Donc, il faut avoir une idée claire du problème que l'on veut résoudre pour les utiliser au mieux. Et là, je vais répondre un peu au thème du financement. Dans de nombreux cas, de nombreux pays utilisent les PPP à des moments où ils ont des difficultés fiscales. Alors, c'est généralement pas un très bon moment pour faire ça. Pourquoi ? C'est pas un très bon moment pour faire ça parce qu'on est déjà dans une situation tendue, donc le coût du capital est élevé et le privé va vous charger le coût du capital. C'est probablement pas une bonne idée si on le fait sans s'attacher à définir de nouveau quel est le problème que l'on veut résoudre, mais aussi que m'apporte le secteur privé. S'il m'apporte un financement, mais à un coût très élevé, c'est pas ça que je veux. Ce que je cherche probablement plus du secteur privé, c'est des gains d'efficacité, probablement plus de professionnalisme, puisqu'ils ont cette expérience beaucoup plus grande qu'un opérateur local. Cette capacité à planifier, à avoir à mobiliser des financements, mais ça on en reparlera, et surtout à gérer certains risques techniques. Donc un opérateur privé est plus agile dans ses modes de passation de marché, il est plus agile et a donc des meilleures conditions. Il va opérer, donc il va construire en fonction de son opération, et il va faire cette analyse entre le coût d'investissement et le coût d'opération pour avoir le meilleur équilibre sur la durée de vie du projet. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que utilisons les PPP de la bonne façon, d'une bonne façon. Ils ont la capacité, si la structure est suffisamment solide, d'amener des fonds qui ne seront pas trop coûteux. IDB Invest, par exemple, finance des concessions. Et comment le fait-on ? On le fait à travers d'une série de contrats d'obligations et de droits et d'obligations bien établis. Alors ça aide beaucoup pour la gouvernance. Donc, d'une certaine façon, une PPP bien structurée a toutes ces caractéristiques de solidité en termes de gouvernance. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir un système de régulation très fort. On peut avoir une régulation par contrat. Et là, on rentre de nouveau dans le même thème. Il faut qu'on soit capable de contrôler, de superviser, qu'on fasse une gestion du contrat. Donc, pour un bon PPP, il faut tous ces aspects, études, planification, etc., les mêmes. Il faut une entité solide qui contrôle, solide et crédible d'ailleurs, solide et crédible, parce que parfois on doit donner raison aux partenaires, parfois on doit donner raison et on doit être capable de faire front quand il y a des demandes de baisse de tarifs indues. Donc là aussi, on a besoin d'une gouvernance très forte et d'une capacité très
techniques très fortes. Mais ce sont des modèles sympathiques. Alors, et de nouveau, on tente en Haïti, en partenariat avec, par exemple, avec la DINEPA sur Cap Haïtien, une approche avec une gestion, une assistance à la gestion, avec toutefois des obligations de résultat. On va lancer des petits appels d'offres dans un futur proche sur le transport, par exemple, pour une maintenance qui serait basée sur des niveaux de qualité. Donc, on y va tout doucement. Il y a des opportunités d'affaires que vous allez lancer en Haïti en ce sens-là. Et, oui. Monsieur Mélanger, j'aimerais terminer, puisque le temps nous fait un peu la guerre, sur la plus précieuse information que j'ai pu obtenir de ce rapport. On a parlé d'infrastructure dans la première partie de l'émission, l'importance de l'infrastructure pour le développement d'un pays. La deuxième partie, on s'est concentré sur l'aspect gouvernance. Oui, il faut avoir les routes, les ports, les aéroports, l'électricité, mais il faut gérer tout ça. Conseil d'administration, c'est fondamental. Mais j'aimerais vraiment, que c'est un peu sensible, à savoir cette découverte que vous avez réalisée, que sur chaque $100 investis dans les infrastructures, dans la zone, 35 $ partent en fumée, soit mauvaise planification, l'entretien qui n'est pas au rendez-vous et la corruption. Et ce n'est pas seulement pour Haïti, 35, je pourrais dire, c'est peut-être beaucoup plus élevé, il faudrait évaluer ça en Haïti. Et on a Odebrecht qui a fait beaucoup de problèmes dans la région, nous avons notre Petro-Caribé en Haïti. Donc comment réduire, minimiser ces pertes qui ont des répercussions sur la qualité de vie de la population? Alors la réponse, c'est une bonne gouvernance, mais c'est aussi tout ce dont on parlait auparavant. Des études bien faites, une planification bien faite, cette fameuse stratégie de passation de marché, contrôle, supervision, transparence, gestion des contrats. Mais c'est pas suffisant comme réponse. C'est pas suffisant comme réponse. Je crois que... expérience personnelle, tenez. Lorsque j'ai commencé à opérer cette société d'eau et d'assainissement, on a fait des investissements raisonnables en termes de volume et nous avons utilisé le barème de tarifs qui existait auparavant. Donc, c'était le système de contratation où on a un décompte, quoi. Et notre coût d'exécution des projets était 30% inférieur à celui de l'organisation précédente. Alors, l'organisation précédente, dans ces dernières années, avait été extrêmement contrôlée. Donc, on ne peut pas parler enfin, on imagine qu'il n'y a pas de thème de corruption, juste pour... Et je le pense. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après 2 ans, j'ai eu une conversation avec comment appelle-t-on ça, le groupement des constructeurs. Certains se plaignaient de ce que nous n'avions pas, après 2 ans et malgré des tarifs moindres, que nous n'avions pas réajusté les prix. Mais en conversant avec nos entreprises, les entreprises qui travaillaient de façon régulière avec nous, elles me disaient que la gestion des travaux, la supervision qui était faite donc par le donneur d'ordre, était telle que ça les obligeait à travailler de façon organisée, structurée, donc ouverture de la tranchée et mise en place des conduits tremblés immédiats, au lieu de faire comme les entreprises faisaient dans le passé, ouvrir des tranchées qu'ensuite les pluies faisaient tomber, que l'approvisionnement venait derrière directement. Donc tout ce travail, toute cette professionnalisation est très importante. Vous voyez, et je pense qu'on pourrait probablement aussi travailler au niveau de la qualification des entreprises. Je reviens un petit peu parce que je sens que la partie corruption
Et plus de transparence, c'est-à-dire publication des appels d'offres, publication des prix, publication des plans d'exécution. On ne va pas avoir un contrôle, vous voyez, le contrôle de citoyens ne peut pas arriver à ce niveau-là, mais le simple fait de l'avoir présent et transparent, c'est déjà énorme. Et les études donc, qui ont été faites, qui démontrent ces 35%, font des analyses et arrivent à ces conclusions, hein, plus de planification probablement, comment appelle-t-on ça, des études d'exécution plus définies, mieux définies, la gestion des délais, on perd beaucoup d'argent directement dans ces 35%, mais en plus parce que le bénéfice ne vient que plus tard, donc il faut continuer à travailler. Alors, dans ces 35%, étaient calculés sur la base quelque chose de représentatif de la région, avec effectivement quelques exemples de Haïti. Alors, on a des résultats différents par secteur. Et ça, c'est probablement, quand on y pense, si les résultats sont différents par secteur, c'est qu'effectivement, les causes sont différentes par secteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en transport, par exemple, on a 23% de coûts directs additionnels, directs. En énergie, 16%, et en eau et assainissement, 19%. Vous voyez, donc, on a, ça c'est les coûts directs. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant de voir les différences. Bon, on est quand même autour de 20%. Merci beaucoup Yvon, vraiment beaucoup d'informations. Je pense que cette émission va servir non seulement au grand public, mais également dans les écoles de sciences, facultés de sciences, au niveau de l'école, la faculté de droit pour l'aspect juridique, également le management. Et donc je crois que vous avez donné beaucoup d'informations. Mais je terminerai en disant, en résumant cette émission, l'importance des infrastructures. Dans le dernier rapport sur la compétitivité mondiale, Haïti a un score pour les infrastructures de 27 points, soit un écart de 38 points par rapport à la République dominicaine et la Jamaïque. Donc, je tiens à dire que lorsque vous voyez le revenu per capita de ces deux pays, Haïti et République dominicaine, soit si élevé, les infrastructures, ça joue un rôle et je pense que M. Mélanger nous a beaucoup aidé à comprendre comment cette machine, qui est extrêmement complexe, fonctionne tant sur le plan politique, l'importance sur le plan social et également l'aspect financier de la question. Merci beaucoup, M. Mélanger. Merci à vous, M. Kestner. Réellement, je vous remercie pour votre intérêt et j'espère effectivement avoir aidé aux discussions sur le thème et avoir pu aider à promouvoir cet agenda. Et bien entendu, le document total est accessible en ligne sur le site de la BID. Merci. Merci bien. Beaucoup, Kestner. Merci. À la semaine prochaine.